Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quads Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Bonjour tout le monde! Cette semaine, Marie-Michel commence sa préparation pour Rose des Sables. Elle va même faire la rencontre d'un professionnel qui va lui montrer des petits trucs. Qui? Ah, c'est Ken? Ah, ben ça sera pas moi, ça va être Ken. On essaie le Renegade 1000 et l'Odyssey Quad se poursuit. Et ça commence là. Je m'appelle Marie-Michel Laliberté et cet automne, j'irai faire le trophée Rose des Sables en quad. En fait, aujourd'hui, on est à Mécaglisse pour une formation organisée par Rose des Sables. Il y a une partie théorique sur le voyage en général et sur l'orientation, puis il va y avoir une partie pratique aussi avec le quad. On leur parle de navigation, donc comment utiliser une boussole et le roadbook, parce que mine de rien, ce sera le mode de navigation qui sera utilisé pour qu'elles puissent s'orienter correctement pendant le rallye. Et on leur explique aussi le voyage en long et en large, donc tous les petits détails techniques qu'elles doivent savoir. On passe par les médicaments qu'elles doivent apporter, les bagages, qu'est-ce qu'elles doivent amener. On couvre une portion mécanique aussi. On leur explique vraiment l'aventure au complet pour qu'elles aient le moins de surprises possible. Mais l'aventure, c'est la surprise aussi. Toute seule en quad, c'est un petit peu intimidant au départ, mais c'est le fun. Tout le monde pose des questions, en fait, puis sur mes motivations, puis c'est le fun. Ça fait rencontrer plein de gens. Une grande quantité de filles qui partent avec nous sur le terrain, c'est des filles qui n'ont pas nécessairement une expérience de conduite en terrain hors piste. Donc, la formation qu'on leur donne pratique aussi aujourd'hui va au moins leur donner une idée des sensations qu'elles vont vivre, même si le sable est différent au Québec que le sable marocain. Ce qui me stresse le plus entre le Maroc et le quad, je pense que c'est la partie quad qui va me stresser le plus, là. Tout le niveau mécanique. Puis le fait d'être toute seule, c'est sûr que là, je trouve que ça va bien. Mais quand je vais être toute seule dans le désert, je pense que ça va être un gros défi là, à réaliser. En fin de compte, il s'agit d'une petite formation pratique qui est destinée à dédramatiser les choses, tout simplement, de manière à ce que les filles arrivent là-bas déstressées, beaucoup plus cool. Pour nous, c'est très important de les mettre, comme dit, en conditions réelles, de manière à ce qu'elles sachent ce qui les attend là-bas. Je pense que la principale difficulté qu'elle va rencontrer, c'est les conditions. Les conditions météo qui défavorisent le quad par rapport à la voiture, puisque dans la voiture, on est dans un abri, il y a un pare-brise, il y a des vitres de côté, on peut mettre éventuellement la clim, alors qu'elle, elle n'aura pas le choix. Elle sera confrontée directement aux conditions météo du coin. Et la position aussi semi-assise, semi-debout, qui fatigue beaucoup. Les bras, c'est sûr, et on n'a pas beaucoup le temps de se reposer en quad. C'est une compétition, puis des fois, on a tendance à l'oublier. Les filles ne sont pas toutes là pour les mêmes raisons. Il y a des filles qui sont là simplement pour le dépassement personnel, mais veut pas, on se fait gagner par l'aspect compétitif. Puis quand tu es 60e dans le podium, puis que le lendemain, tu es rendu 35e, mine de rien, tu as envie de te battre un peu pour pas revenir 60e au bout du compte. Donc, je pense que la compétition fait partie de l'aventure. Bien, je pense que la formation d'aujourd'hui, c'est pas mal un incontournable pour faire Rose des Sables. Premièrement, pour la partie théorique, avec tous les conseils qu'ils donnent. Les filles sont allées plusieurs fois au Maroc. Ils savent de quoi ils parlent. Ils donnent vraiment des bons conseils. Ensuite, pour la partie pratique, j'étais un peu craintive avec le quad. Je pensais que ça s'adresserait surtout au 4x4 puis que je n'aurais pas vraiment ma place. Mais finalement, c'était vraiment utile. J'ai eu des bons conseils. Puis
ça va me donner un bon coup de pouce pour le Maroc. Dani, aujourd'hui, on parle de protection. Ça part d'une question que j'ai posée à Dani, c'est que je suis arrivé dans un sentier et là, il y avait un barrage de castors qui était dans le sentier, qui bloquait le sentier. Et le sentier était fermé parce qu'on n'avait plus le droit de passer par là. Il fallait faire une déviation. Alors, comment ça fonctionne, ça, quand on arrive comme ça? C'est sûr que les castors, c'est protégé. C'est un gros constructeur, donc c'est un problème récurrent dans plusieurs clubs de véhicules hors route. Donc, au niveau du castor, c'est sûr qu'il faut demander un permis d'intervention lorsqu'il y a un castor au ministère des Ressources naturelles. Et on peut relocaliser le castor. Donc, on doit faire affaire avec un trappeur, faire prendre le castor et le relocaliser ou tout simplement passer par un trappeur, la viser et tout. On ne peut pas vraiment toucher. D'ailleurs, lorsqu'on circule un véhicule en route sur les terres du domaine de l'État, on doit respecter un ensemble de lois qui sont les lois sur les réserves fauniques. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on a le droit d'aller dans les rivières, qu'on a le droit d'aller dans toutes les... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut pas faire de traverse à gué. On peut pas aller circuler dans l'eau qu'un véhicule en route en bordure d'un lac. On arrive sur le bord d'un lac. Ah, c'est cool, il y a un lac, on va passer dedans. Non, on peut pas faire ça. Donc, c'est toutes des lois qu'on doit respecter. Il y a des pénalités importantes. On parle entre 600 et 1000 $ de pénalités si on se fait prendre. Donc, vraiment, on doit respecter les lieux où on circule, rester dans le sentier. D'ailleurs, c'est pour ça que être membre d'un club, ça nous assure de pouvoir circuler à la bonne endroit. OK, oui. Au bon endroit, mais surtout, ça donne des fonds au club pour bâtir des ponts par-dessus ces rivières-là. J'imagine des ponts de glace aussi l'hiver pour être sûr que ça soit solide et que ça soit bien correct. Ça. Effectivement, il faut protéger nos utilisateurs, donc, puis protéger nos lieux de circulation pour notre futur. Puis en même temps, c'est vrai que des fois, ça peut être tentant d'aller s'amuser, mais non, il faut pas. Il faut respecter ces lois-là, sinon, ça coûte cher. Puis deux, pour la nature, c'est pas le fun. Il faut qu'on fasse attention. Quand je me suis lancée dans l'aventure Rose des Sables, je pensais que ça allait être un très gros défi pour moi d'apprendre à faire du 4 roues comme j'en avais jamais vraiment fait avant. Puis finalement, à mesure que les jours de pratique passent, je me rends compte que ça prend quand même bien. Puis c'est pas si difficile à conduire quand on a la bonne technique. C'est ça qui est le fun un peu du VTT, c'est que c'est un véhicule que tout le monde peut embarquer sur un VTT puis aller se promener dans les sentiers. D'autant plus que depuis plusieurs années, les sentiers sont tellement rendus beaux, bien signalés. Il n'y a plus vraiment de gros dangers comme tel. Donc aujourd'hui, on a vu ça. On a vu quelqu'un qui est pas super expert ou même quelqu'un qui avait une randonnée ou qui avait de la pratique en randonnée très minime. Ça, c'est le début de l'apprentissage où tu n'es pas assez sûr. Je donne-tu plus de gaz, moins de gaz, changement de rapport. Mais là, à reculer en ligne droite, ça, c'est bon. C'est ça. Même quelqu'un d'initié aujourd'hui, il aurait trouvé certains exercices plus durs, plus que c'est pas des choses qu'on pratique à tous les jours. Avec Marie-Michel, aujourd'hui, le but, c'était vraiment d'y montrer la limite du véhicule par rapport à ce que les gens en pensent. Et au début, on a vu tout de suite que elle avait un peu peur en side hill, si on veut, de côté. J'ai arrêté, en fait, en plein milieu de la dune. Puis là, j'avais peur de verser sur le côté parce que j'étais un peu en pente comme ça. Pour te montrer à quel point tu es loin de tomber, OK? On va rajouter 100 livres. Mettons 100. Je suis même pas capable de le flipper. OK. Puis là, Ken il a embarqué sur le côté du 4 roues puis a essayé de le faire verser de tout son poids. C'est vraiment mental qu'on est instable de 10, peut-être 15 degrés dans le sable mou. On n'est plus trop certain. Donc là, c'est vraiment là qui a été la première limite mentalement pour elle. Puis là, suite à ça, on a fait comme OK, c'est vraiment les côtés. De côté, c'est plus dur mentalement, monter les pentes. Je me souviens qu'on a fait des tests de pris dans le sable, puis on a juste calé le derrière dans le sable, puis elle avait peur de retomber, mais le véhicule aurait pu prendre encore 40 degrés de pente, puis il n'aurait pas tombé. C'est vraiment de se rendre compte que, tu sais, la différence entre être toujours droit puis être dans des pentes moyennement à pic, là. Au début, je trouvais que les pentes étaient quand même posantes, ça me faisait un peu peur. Ça paraît peut-être pas à l'écran, là, mais
Les côtes étaient quand même à pic. Puis à la fin de la journée, j'étais fière de moi de pouvoir voir tout ce que j'avais parcouru puis de voir que j'avais été capable de faire toutes ces pentes-là puis que maintenant, j'en avais plus peur. La limite du véhicule est beaucoup plus loin que la limite de l'humain en tant que tel. Oui, c'est sûr que ça va m'aider si je compare à comment je suis arrivée là-bas au début de la journée. Puis à la fin, je pense qu'on va voir une grosse différence, là, surtout sur la confiance. Cette semaine, je dois l'avouer, j'ai fait un gros sacrifice de ma personne en essayant le Can-Am Renegade 1000. OK, d'entrée de jeu, Ken, c'est la première fois que je m'assoyais sur un 1000, que je conduisais un 1000. En fait, non. Dans un magasin, je me suis déjà assis sur un 1000. C'est pas pareil. Que je conduisais dans un sentier un 1000. Et j'ai adoré, en même temps que j'ai eu ce questionnement de, justement, on en parlait tantôt ensemble, c'est-tu un peu trop? Ben c'est pas nécessairement trop, parce que je pense pas que c'est jamais vraiment trop. Ouais. Mais si tu as déjà eu la chance d'essayer la motorisation 800 dans un Outlander, et c'est la même motorisation, c'est déjà beaucoup pour le quadiste de tous les jours. Si on veut juste s'amuser, rouler, avoir du plaisir en sentier, le 800 est un moteur déjà hyper performant. Ça va bien. Et là, dans un véhicule comme ça, le Renegade, qui est un véhicule plus petit, léger, moins d'empattement, tellement léger et avec un look vraiment exceptionnel. Ouais, écoute, le look était écœurant. C'est côté look, là, on peut dire que de ce côté-là, BRP, c'est réussi. Oui, et en même temps, je te dirais que ça m'a pris une certaine adaptation pour le conduire, mais après une petite demi-heure, déjà j'avais de l'aisance avec le 1000, puis déjà je m'amusais vraiment à aller, pas aux limites du 1000, mais d'aller proche, de m'amuser un peu, puis de faire OK, c'est ça le 1000, mais on voit que la motorisation, en fait, c'est la même chose, la traction, c'est le même genre de système qu'il y a sur les Outlander. Ce qui est le fun, c'est que c'est un véhicule sport, sauf que c'est pas un véhicule sport avec un essieu et un swing arm en arrière, comme les petits véhicules sport qu'on voit qui font de la compétition. Donc, c'est un véhicule sport, il y a un look sport. Ça reste que c'est un gros véhicule 4x4. Oui. Donc, quelqu'un qui cherche un look un petit peu différent, qui n'a pas vraiment de porte-bagages ou qui n'a pas besoin de porte-bagages ou qui est prêt à se sacrifier puis porter un sac à dos si on part pour de longues journées, c'est vraiment, là, c'est autre chose. Parce qu'au niveau confort, il est très confortable. Écoute, c'est le même principe qu'un Outlander un peu, mais moi, je le compare à un Outlander parce que la suspension est super bonne. Là. C'est ça. Tu sens, on dirait que tu peux passer dans n'importe quoi et tu le sens pas. C'est ça. C'est vraiment, là, c'est un véhicule qui est confortable, qui est grand, suspension indépendante aux 4 roues. Et en arrière, c'est la fameuse suspension TTI, donc les roues qui montent et qui descendent en ligne droite. Ce qui est le fun avec ce véhicule-là, avec le Renegade, on a toujours l'automatique, donc le neutre, le reculon, le high, mais aussi le low. Donc, si on veut vraiment s'essayer en quelque part que on serait mieux à basse vitesse là, pour le faire, le véhicule, c'est disponible. C'est ça. Ça travaille mieux. Il faut toujours essayer de travailler dans le bon régime selon le moteur ou selon le véhicule exactement. Puis, c'est un véhicule qui le permet. Ce qui est le fun, c'est que ça nous emmène un véhicule vraiment qui va être 4 saisons. Même s'il y a de la neige amplement, on emmène le 4 roues, ça va très, très bien. C'est sûr que c'est pas le véhicule qui va t'offrir la meilleure protection au vent, mais c'est pas ça que tu cherches. Non. Moi, j'en ai déjà vu un, il y a quelques années, à Latuc, qui faisait le 12 heures d'endurance de Latuc. Il y avait un Québécois et 2 Européens qui sont venus courser. Et ils ont poussé la machine au point de dire qu'ils l'ont faite en 4 roues motrices tout le long. Fait que pour vraiment montrer à quel point le système de traction marche bien, que la direction électroniquement assistée, le power steering fonctionne bien, ils ont couru sur une piste d'endurance, qui est quand même une piste de 2 km à Latuc, et on sait que la piste se dégrade assez rapidement. Le véhicule a fait toute la course au complet. Ce qui est le fun, c'est que les gars, ils étaient sûrs de finir premier dans leur catégorie parce que personne d'autre voulait l'essayer. Mettons, si on veut partir et avoir vraiment du fun, un petit sac à dos, on couraille, on cherche les hôtels. Là. En boys? Ouais, c'est ça. Un petit sac à dos, on s'en va et on part. Des heures et des heures de plaisir. Aujourd'hui, on n'est pas sorti du bois. On a décidé, Ken et moi, de vous montrer quelque chose, en fait, de vous parler de quelque chose qui nous touche, c'est-à-dire la mode, les beaux vêtements.
Parce que oui, faire du VTT, c'est agréable, mais le faire dans des conditions froides, hivernales, il faut être quand même bien équipé au niveau du VTT, mais aussi au niveau de ses vêtements. Je l'ai dit souvent, il n'y a pas de mauvaise température. Ouais. Il y a seulement que des mauvais vêtements pour aller avec la température. Et ça, je trouve ça un petit peu ridicule que les gens vont investir des milliers de dollars sur le beau quad, les bons pneus, le treuil, le pare-brise, les poignées chauffantes, mais ils s'habillent mal en arrière du véhicule. Vous avez froid, vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'avez jamais le bon vêtement approprié. C'est un petit peu ridicule de ne pas le prévoir. Lorsqu'on va aller s'acheter un véhicule neuf, je pense que je suis dû pour rafraîchir un peu ma garde-robe. Parce qu'il faut dire aussi que ça a beaucoup évolué. Oui, les machines évoluent, mais aussi les vêtements, parce que Ça, énormément. on se rappelle d'une époque où plus c'était épais, plus on pensait que c'était chaud. C'était chaud, hein? Et là, ben aujourd'hui, on a des vêtements comme ceux-là qui Hyper sont légers. hyper minces, multicouches, tu Multicouche, oui. Le principe du multicouche, là, c'est vraiment de partir avec une combinaison collée sur le corps. Et là, s'il vous plaît, là, dans tout ce qu'on va dire, il faut oublier le mot coton. Le mot coton n'existe plus et ne devrait jamais se présenter dans aucune pièce d'habillement que vous allez porter pour faire du véhicule en route. À moins que ce soit au chalet pour écouter un petit film. Un coton ouaté, là, c'est bon pour se réchauffer sur le bord d'un feu. C'est ça. Mais sinon, là, donc, on part coller sur notre corps une bonne combinaison. Oui. Souvent, on va y aller en polypropylène, en polyester, Polyester. ou Polyester. de la laine de mérino. Et c'est chaud, et c'est très léger, et ça respire. Après ça, on met une couche isolante. Des fois, on va mettre 2 couches isolantes pour ensuite finir avec un vêtement comme toi tu portes. Ce qu'on appelle, c'est la couche extérieure. Donc, Coupe-vent. elle, là, c'est le coupe-vent, le coupe-pluie. Donc, s'il ne fait pas assez froid, celle-là, on n'en a peut-être pas de besoin. Mais c'est quand même un coupe-vent aussi extraordinaire, ça. Oui, c'est ça, c'est un coupe-vent. Et ça, un l'eau rentre coupe-pluie. pas là-dedans. L'eau Tu sais, rentre pas. Les coutures mais sont même... toutes les coutures sont scellées, là. Et là, c'est là qu'est l'importance du multicouche. C'est que si on part le matin puis on n'est pas certain, si la température change, commence à mouiller, le soleil se couche, on a froid, il est pas loin, on le rajoute. Là, on a chaud un peu, on a trop travaillé, on dézippe nos zips de ventilation, ça aère bien. Ouais. Après ça, on est confortable pour repartir en randonnée. On peut avoir même 2 paires de gants. Une paire de plus petits gants pour conduire. Si jamais on a froid plus tard dans la journée, on se met un gant plus gros. Alors, vous avez appris beaucoup de choses cette semaine, et surtout, c'est quoi? Un Murano. Mérino. Un Mirino. D'ailleurs, voici une photo. Non, ça, c'est une photo de Ken. Écoute, honnêtement, on n'arrêtait pas de me parler de Casey. On va à Casey, on va à Casey. Moi, je connais le Casey's, le restaurant, qui est extraordinaire. Je m'attendais à quelque chose de semblable. Finalement, la ville de Casey, c'est grand comme un restaurant. Le coin de Casey avec l'aéroport, je connaissais pas, même si j'étais passé là très souvent. J'avais jamais vraiment arrêté là. Je m'attendais à une petite piste d'atterrissage relax, là, quelque chose de cool. Et j'arrive ici à travers le bois. Il y a quoi? 100 km de bois tout le tour. Et regardez qu'est-ce qu'on trouve en plein milieu. Bien, la piste d'atterrissage à Casey, moi, je n'ai toujours entendu parler. J'ai passé au moins une vingtaine de fois à Casey, soit en motoneige ou en moto. Puis je n'étais jamais allé. Tout le monde m'en parlait, puis j'avais jamais le temps. Puis je passais tout le temps sur le chemin principal, puis je prenais pas le temps d'aller faire un détour. Bien, j'ai été impressionné comme n'importe qui arrive là. La grandeur de la piste, c'est incroyable. Tu te dis, ben voyons pourquoi ils ont mis ça. Je pense que c'est le questionnement que tout le monde se pose à ce moment-là. Pourquoi là, en plein milieu de rien?
Hey, c'est malade, là! On a un bunker de même au Canada. On était dans un bunker, c'était assez extraordinaire, qui était une espèce de grosse butte. Puis quand on rentre dedans, c'est en béton en dedans. On voit que j'ai zéro souplesse. Mon Dieu, que c'est stressant. Ah! Ah ben... Il y avait des tuyaux. C'était-tu pour l'eau? C'était-tu pour se protéger d'une attaque quelconque? Je le sais pas. En fait, c'est super bizarre, de vrai. Parce qu'on dirait qu'on est dans un twilight weird. Je comprends pas pourquoi ça a été construit de même en plein milieu de la forêt. Il y en a qui disent que c'est peut-être pour l'eau, parce qu'il y a quand même des gros tuyaux ici. Peut-être que c'était comme une centrale pour filtrer l'eau. Mais c'est quand même stressant et épeurant. C'est bien weird de rentrer là-dedans dans un endroit clos. Où ce que, tu sais, mais ça vaut le détour. Je pensais pas voir ça dans ma vie. Je suis content de l'avoir vu. J'ai pas pris de photos. On va y retourner. Au Club Quad de Basse-Laurentide, quand un problème survient, toute l'équipe peut compter sur Michel Laflèche pour le régler. En fait, aucun défi n'effraie cet homme volontaire et expérimenté. C'est pourquoi le ministère des Transports se joint à ses concitoyens amateurs de quad pour souligner ses 13 ans de service. Chapeau! Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et merci d'être nombreux à nous suivre chaque semaine. Vous pouvez toujours nous suivre aussi sur Facebook, sur notre page Histoire de Sentier. On marque un paquet de niaiseries puis on montre des belles photos qu'on a prises que vous ne voyez pas dans l'émission mais qui sont là pareil. La semaine prochaine, on vous attend. Marie-Michel est de retour avec son aventure de Rose des Sables. Elle a ramené des images extraordinaires et on va avoir beaucoup de plaisir à s'amuser à écœurer Ken. Parce que c'est notre sport national, écœurer Ken. Hein, Ken? Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad.